Eh bien salut les amis, aujourd'hui je vous emmène en Corrèze où on va aller à la rencontre d'un artiste multifacette, tatoueur, concepteur de machines à tatouer, photographe, dessinateur, musicien, créateur de cigar box, poète et tout ça avec le même talent. Voilà, j'avais envie de vous présenter mon ami Jackie qu'on a l'occasion de voir comme ça de temps en temps sur le bord des scènes, notamment des scènes musicales blues. Et vous allez voir que c'est un personnage mais super attachant et d'une gentillesse hors norme. Allez, c'est parti, on y va parce qu'il fait pas très chaud. Vous avez vu le temps en Corrèze aujourd'hui, c'est vraiment très venteux. Alors on va aller se mettre au chaud. Allez, on y va. Donc, mon Jackie, avec toutes tes activités, on l'a dit, tatoueur, concepteur même de machines à tatouer. Dessinateur, musicien, créateur de cigar box, photographe, poète. Il manque encore des choses, tu as des choses en plus où c'est déjà bien rempli comme ça. C'est assez rempli parce que je compte pas vivre encore 50 ans. Ouais, t'as encore un peu, t'as encore de la marche. Encore un peu de temps, mais je suis bien occupé avec mes dessins surtout. Ouais. Donc c'est voilà. Pour le moment. Pour le moment, ça on s'arrête là. Ok. Bon, on va commencer par les tatouages. Comment tu t'es retrouvé en fait à faire du tatouage? T'as fait une école de dessin, ou c'est par hasard, c'est venu comment? Non, je suis tout à fait autodidacte, en tout, pratiquement tout. J'ai une formation dans la mécanique de précision qui n'a rien à voir avec ça. Enfin si, le dessin industriel quand même. Mais bon, je faisais du dessin, de la peinture, etc. Enfin pas mal d'activités artistiques. Et j'aimais bien le tatouage, je m'étais fait tatouer. J'avais envie de faire du tatouage. Pour pas être tatoueur, hein, juste faire du tatouage pour mon plaisir. Et donc, comme on ne trouvait pas de machine à tatouer en France, il n'y avait rien, je me suis mis à la planche à dessin, d'où mes études de mécanique de précision, c'est là que ça m'a servi. J'ai dessiné mes machines et je les ai fabriquées. D'accord. Et j'ai fabriqué tout ce qui allait avec, c'est-à-dire les tiges pour souder les aiguilles. J'ai fait fabriquer les aiguilles par un spécialiste de la rective centerless. J'ai fait une alimentation, enfin j'ai fait tout l'environnement qui allait avec les machines. Et j'ai commencé à faire du tatouage en dilettante pendant quelques temps. Après, tu as eu une boutique, Après, sur rue, comme on dit. Oui, tout à fait. Bon, je te dis, je faisais ça en dilettante. Et puis un jour, j'en ai eu un petit peu marre d'avoir une situation établie, qui était un petit peu trop programmée à mon goût. Je me dis, tiens, je vais ouvrir un studio de tatouage, comme je tatouais déjà. Et je suis descendu à Limoges, les mains dans les poches, j'ai tout laissé en région parisienne, et je suis descendu avec mon matériel de tatouage et mon épouse quand même. Et donc j'ai ouvert ce studio de tatouage à Limoges. Ok, il y a longtemps? C'était en 95. D'accord. Ah oui, ça fait un moment déjà. Ah ouais, ça fait un moment. Ouais. Et puis c'est parti comme ça, j'ai commencé tout doucement à avoir une petite clientèle et puis ça a pris de l'ampleur. Il n'y avait pas de tatoueur à Limoges déjà à l'époque. Et puis c'est parti comme ça. Du coup, tu dis qu'il n'y avait pas les machines n'existaient pas, donc ça se faisait comment les tatouages à ce moment-là? Si, les machines existaient, mais on n'en trouvait pas en France. D'accord, ok. Il y en avait aux États-Unis, certainement en Angleterre, mais bon, comme je connaissais pas trop les adresses, etc. Puis je voulais pas en faire. À l'origine, c'était pas pour en faire mon métier, parce que j'avais déjà un métier. Et c'est venu comme ça. Donc j'ai fabriqué mes machines. J'en ai fabriqué 12 dans un premier temps, 12 machines dont je me suis servi, et il y en a une en particulier, le prototype, que je m'en suis servi jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à la retraite. Je m'en servais tous les jours. Et donc elle a tenu le coup. C'est de la bonne qualité. Ok. Bon, maintenant tu es retraité, mais tu continues à faire de temps en temps des tatouages comme ça pour le plaisir ou non, j'ai arrêté. Non, t'as tout arrêté. Oui, j'ai tout arrêté. Le dernier tatouage, ça remonte déjà à 7 ou 8 ans. Je faisais du tatouage. Quand j'ai arrêté, j'en ai fait encore un petit peu pour les amis.
ceux qui voulaient des grosses pièces. Parce que au studio, j'ai eu jusqu'à 8 mois et demi d'attente. Donc la nuit était complet. Ouais, j'étais tout seul à tatouer. T'étais bien établi. Ouais, ça a bien marché. Hein, parce que au départ, c'était une toute petite boutique. Et bon, on ne savait pas trop où on allait, et puis ça commençait à affluer, et puis on était obligé de changer de boutique. Donc j'ai pris une boutique rue Charles Michel, c'est ce qu'ils appellent la rue de la Soif de Limoges. D'accord. Et la première semaine, j'avais 15 jours d'attente à l'époque, et la première semaine, j'ai pris 52 rendez-vous dans la semaine, aussitôt qu'on a ouvert la nouvelle boutique. Et après ça s'est rempli, le bouche à oreille. Après c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et j'ai eu jusqu'à 8 mois et demi d'attente. Après, il y a eu des tatoueurs qui sont venus s'installer à Limoges, mais j'ai toujours eu 6 mois. Je travaillais avec 6 mois d'attente jusqu'à la fin. D'accord. T'as toujours besoin, on te voit faire souvent des conventions, des salons, des choses comme ça. T'as gardé des potes vraiment dans le milieu du tatouage Ah oui, surtout les anciens, qui sont moins anciens que moi, ou certains à peu près de la même époque, mais ou des gens que j'ai côtoyés ou qui sont venus travailler chez moi d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui voulaient venir travailler chez moi, mais que moi j'aime bien travailler tout seul, je suis un petit peu un ours. C'est des gens que tu avais formés il y en a un que j'ai formé. Mais bon, je me suis aperçu que je ne pouvais pas travailler avec quelqu'un. Et donc, du coup, tu as gardé des contacts quand même. Oui, parce que bon, j'ai fait quelques conventions parce que c'était pas trop mon truc de faire les conventions en tant que tatoueur, mais il y a pas mal d'organisateurs de conventions de tatouage qui me contactaient pour venir tatouer. Et la dernière année, j'ai commencé à faire quelques conventions, donc je suis resté en contact avec ces gens-là, surtout les organisateurs de conventions. Comme je suis sûrement le dernier tatoueur encore en vie, ils m'invitent souvent, ne serait-ce que pour faire partie du jury. Ok. Est-ce qu'il y a des... Moi, c'est un milieu que je connais absolument pas, même si j'ai un petit tatouage sur l'épaule aussi. Mais est-ce qu'il y a des références, comme par exemple, quand on parle de guitare, généralement on pense de suite à des gens comme Hendrix et compagnie. Est-ce qu'il y a des maîtres, entre guillemets, dans le milieu du tatouage ? Mais il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que les jeunes qui font du tatouage actuellement, déjà, ils ont beaucoup plus de facilité parce que le matériel est en vente partout. Les aiguilles, il n'y a plus besoin de... Moi, je soudais mes aiguilles, j'ai soudé mes aiguilles toute ma carrière de tatoueur. Je soudais mes aiguilles moi-même. Alors, ce qui veut dire souder les aiguilles, les nettoyer, les mettre sous sachet, les stériliser, les passer à l'autoclave, etc. Maintenant, ils achètent les aiguilles qui sont toutes prêtes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une éclosion de tatoueurs assez phénoménale depuis quelque temps. Donc, les jeunes connaissent pas l'histoire du tatouage et connaissent pas les anciens. Mais les maîtres du tatouage, on peut parler vraiment des anciens comme Sailor Jerry, c'est des gens qui sont morts depuis longtemps, mais c'est des gens qui ont introduit le tatouage, qui vivaient de ça à une époque où le tatouage n'était pas trop bien vu. Ils faisaient déjà des choses qui étaient exceptionnelles. Mais dans ceux qui restent maintenant, il y a Tintin, le fameux Tintin que tout le monde connaît, qui a été bien médiatisé, mais sinon, vraiment les anciens, ils sont plus connus maintenant. Nous, on a, vers chez moi, on a Dimitri. Oui, Dimitri, c'est qui a l'air d'avoir vraiment une grosse réputation aussi. C'est un des... Il a démarré un petit peu après moi, quelques années plus tard. Tintin aussi, d'ailleurs, a commencé un petit peu après moi, dans les années 90. Ok. Tu peux nous dire deux mots de la sauce, les tatoueurs ont du cœur? Les tatoueurs ont du cœur. Alors, c'est une association qui a été fondée par un copain, d'ailleurs, qui est tatoueur à Rennes, qui s'appelle Khalil Mokhtar, qui tatoue en famille. Lui, il a ses deux fils qui tatouent aussi. Il a son fils qui tatoue avec lui et son deuxième fils, Khalil Junior plutôt, qui tatoue à l'île de la Réunion depuis quelque temps.
Et il a fondé cette association-là qui est destinée à récupérer des jouets neufs ou en très très bon état pour les porter aux enfants qui sont hospitalisés ou défavorisés, ou les deux. Donc cette association qui réunit, qui a fait une demande à beaucoup de tatoueurs, et les tatoueurs ont joué le jeu, ils sont réunis pour envoyer des jouets à cette association-là. Okay. C'est un truc qui fonctionne. Je vois passer souvent des choses comme ça sur internet, ça fonctionne bien après. Oui, ça fonctionne bien. C'est surtout les tatoueurs qui ont dit ok à cette assos qui font fonctionner le truc. Et on peut même leur envoyer des dons en argent. Et s'ils ont trop d'argent, c'est rare quand on a trop d'argent, et ils les donnent à d'autres associations pour les autistes, pour les restaurants, les restaurants du cœur, etc. Ok. Après tatoueur, on a dessinateur. D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment ta grosse activité maintenant. Ouais. Je dessine tous les jours. Tous les jours, c'est ma drogue. C'est ma drogue. Moi, je peux pas m'en passer si je dessine pas. Des fois, je pars en vacances si je pars 15 jours. Quand je reviens, il me faut ma dose, parce que sinon, ça me manque. Tu pars pas avec un petit carnet de dessin comme font certains. Non, parce que bon, ce que je fais, moi, c'est surtout des portraits, ou même des personnages. Toujours lié avec le blues, le rock'n'roll et le cinéma, surtout les anciens artistes, ceux qui ont une gueule surtout, comme Gabin, Audiard, j'ai fait Cavana, dans un autre registre. Et donc ce dessin-là, ça me prend beaucoup de temps. Il faut que je dessine tous les jours. Des fois, je dessine une demi-heure, ou 3/4 d'heure, mais il faut que je dessine. Il faut le... Et j'ai toujours dessiné, c'est de là que m'est venue cette passion du dessin, j'ai toujours dessiné. Parce que bon, je suis né dans une famille assez peu aisée, donc un crayon et un bout de papier, ça coûtait pas cher. Et donc j'ai toujours dessiné, c'était mon activité, même gamin je dessinais. Et très tôt, je me suis mis à dessiner à l'encre de Chine, au stylo, aussi au stylo à billes, et puis très tôt avec de l'encre de Chine ou des feutres, etc. Et puis au fil du temps, ça s'est un peu peaufiné, ça s'est un peu amélioré dans le sens où, avec l'habitude, etc. Puis le rendu, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Généralement on n'est jamais. Donc le rendu, j'essaye d'améliorer le rendu, etc. Et puis apparemment ça plaît à pas mal de gens, mais ça plairait à personne, je m'en fous. Il faut que je dessine. C'est mon truc, quoi. Et c'est de là que j'en suis venu au tatouage. Justement, ça faisait partie de l'éventail des activités picturales qui me convenaient, quoi. C'est la question que je me posais, si tu avais commencé par le dessin ou par le tatouage, parce que en plus tu dessines, tu as une technique qui est liée au tatouage, tu dessines par pointillé. C'est pas lié au tatouage. Non, c'est pas lié au tatouage. Le pointillisme, ça existe depuis toujours. Mais non, je suis pas venu au pointillisme par le tatouage. Je suis venu au tatouage par le dessin. C'est moi qui n'ai rien compris. Alors, je pensais que le tatouage c'était par pointillé aussi, mais. Ah oui, mais c'est différent. Puisque l'aiguille va tellement vite, la machine tourne à peu près à 5000 piqûres à la minute. Alors, évidemment, ça fait des points, mais quand on avance, ça fait un trait. Et justement, quand je fais mes dessins, je ne fais pas de trait. Quand je fais un trait, je fais toujours en pointillisme. D'accord. Le trait, j'avance, alors des fois ça va très vite, ça fait un trait, enfin, mais je relève toujours mon rotring. Avant, je dessinais à la plume, parce que les rotrings n'existaient pas. Et maintenant, avec les rotrings, avec différents diamètres, tu verras si tu fais quelque chose sur le dessin. On ira jeter un œil après sur l'atelier. Avec le matériel avec lequel je travaille, ça va du 1 centième de millimètre jusqu'à 1 millimètre de diamètre.
fais une ébauche avant au crayon ou pas? Ah oui, Ouais, oui, je pars d'une photo. Ouais. Je pars d'une photo alors que je trouve sur internet ou une photo, j'essaye de travailler au maximum avec les photos que je fais. Mais bon, John Newker, je peux pas le faire parce que je peux pas faire de photos malheureusement. Ouais. Et donc je tire une photo, il faut que la position me plaise, l'éclairage, etc. Et qui est peut-être aussi une mimique du personnage, etc., qui m'intéresse, ou un visage très buriné, comme j'ai fait Calvin Russell, comme j'ai fait... C'est la référence. Keith Richards, donc des gens qui ont une gueule, quoi. Ouais. Et il faut que la photo me plaise. Alors généralement, c'est une photo de face, ça rend pas toujours très bien. Vaut mieux une photo de 3/4. De 3/4, ça permet aussi de travailler les lumières, etc. L'éclairage du visage. Et donc je fais une photocopie, toute simple, toute bête, alors pas en format en brouillon, quoi, pas très détaillé. Après j'agrandis donc cette photocopie en quadrillant, en la quadrillant, et en faisant le quadrillage correspondant au pourcentage sur ma feuille de dessin. Et je fais une ébauche au crayon, je fais les mises en place, l'emplacement des yeux, de la bouche, du nez, il faut que ça ressemble quand même, et les plis de la chevelure, etc. Et après j'attaque au rotring, à l'angle de Chine, et tous mes ombrages sont faits par... C'est tout bête, si on fait un aplat de noir, c'est très foncé, et après, plus on fait de points, plus c'est foncé, et moins on en fait. Et c'est comme ça que je fais mes dégradés pour faire mes ombrages. C'est le nombre de points qui varie, en fin de compte. Et tu dis qu'il faut que ça soit ressemblant, je te garantis que c'est ressemblant. Tu sais que la Janis Joplin, elle est chez moi, elle est sur un pan de mur. Il y a Janis que tu m'as fait, et en dessous il y a une photo de notre pote Georges Amann, une photo de Robert Plant qui est magnifique. Donc j'ai les deux, voilà, qui sont l'une au-dessus de l'autre, et quand tu regardes, t'as vraiment l'impression que c'est une photo, quoi, quand tu vois ça en étant un petit peu en recul. Donc je te garantis que c'est vraiment ressemblant. Ça, justement, quand je fais mes expositions, les expositions de dessin, il y a beaucoup de gens qui regardent, qui disent « Ah, elles sont belles les photos !» Eh non, c'est un dessin, on dirait des photos. Ah non, ça me plaît pas, quoi. On dirait un dessin. On dirait un dessin. Mais c'est particulier en... Comment je sais dire, moi, la première fois que j'ai vu un de tes dessins, je suis resté scotché par la qualité, le temps que tu dois mettre en plus, si c'est que des points. Tu mets combien de temps à faire une photo, une photo, tu vois, le lapsus, tu mets combien de temps à faire un dessin comme ça? Un dessin, si avec moi, je passerais 3 ans sur un dessin, parce que j'ai jamais fini. Mais en général, je mets une quinzaine d'heures, on va dire. Entre 12 et 18 heures, on va dire. Ce qui est conséquent déjà. Hein. C'est pas énorme, vu la taille, c'est pas énorme, parce qu'un peintre, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est pas de la peinture. Quelle est ta technique? C'est une technique, c'est un dessin traditionnel, en fin de compte. Un peintre, c'est pareil, il a un sujet, alors des fois, s'il fait un paysage sur place, il pose son chevalet, il regarde le paysage et il le reproduit. Là, c'est pareil, des fois, il y en a qui partent d'une photo. S'ils prennent une photo, maintenant, c'est bien plus pratique. Il y a un paysage qui leur plaît, ils font une photo, et puis ils sont chez eux, tranquilles, peinards, pour faire leur tableau. Là, c'est pareil, moi, je travaille comme ça, c'est du dessin traditionnel. Bon, peut-être que j'ai acquis une certaine technique dans ce que je veux, dans le rendu que je veux obtenir, mais sinon c'est un dessin traditionnel. Mais bon, il y a des peintres, quand ils font un tableau, ils passent des fois des mois. Moi je trouve que ça va relativement vite, quoi. Parce que quand je suis dedans, je suis à fond. Je fais jamais deux dessins en même temps. J'ai toujours un dessin, je suis sur celui-là, et tant qu'il n'est pas fini, j'en attaque pas un autre. Okay. Tu travailles sur commande des fois ou sur... Très peu, il faut vraiment que ça me plaise. Faut vraiment que ça me plaise. Ça m'est arrivé peut-être
Ça m'est arrivé qu'une fois, je crois. On m'avait demandé, c'était pour un anniversaire, c'est une fille qui m'avait demandé ça pour l'anniversaire d'un de ses copains, elle m'avait demandé Bruce Springsteen. J'ai dit ok, mais tu ne sauras pas comment il est, parce que c'est moi qui vais choisir la photo de modèle. Et ça aurait été Mireille Mathieu, je ne l'aurais peut-être pas fait. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment un parallèle avec la photo, on va y venir aussi après. Moi quand je vais faire une photo d'un concert où je me suis un peu emmerdé, ça se sent sur la photo, ça se voit que la photo est pas bien, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Alors que sur un artiste ou un groupe, un chanteur, une chanteuse qui vraiment m'a amené quelque chose, il y a un petit truc en plus sur la photo. Donc ça veut dire que toi pour le dessin c'est pareil, si tu feras pas, on parlait de Mireille Mathieu, mais je n'ai rien contre elle. Hein, non, mais tu prendras pas vraiment de plaisir à faire quelqu'un qui te parle pas, quoi. Non, mais je le ferai pas. Ouais. Je le ferai pas de toute façon. Donc ça, il y a un vrai parallèle avec à moins que si c'est un personnage vraiment qui a une gueule. Oui. Qui a vraiment une gueule, que je connaisse ou que je connaisse pas, ou que j'apprécie ou pas sa musique, j'arriverai à le faire quand même. Ouais. Mais bon, il y a très peu de gens dont je n'apprécie pas la musique. Les artistes, c'est un artiste, que ce soit de la variété ou c'est pas ce que j'écoute, mais ça fait rien. C'est des gens qui travaillent. Il faut avoir une certaine reconnaissance de leur talent, même si leur musique ne nous touche pas. Oui. Tout à fait. Ok. Donc là, c'est là que tu travailles alors. Oui. Là, on est sur un dessin qui est en cours. Voilà, alors voilà la photocopie dont je me sers comme modèle. D'accord. Okay. Et donc bon, là, j'ai fait une mise en place au crayon, évidemment, avec l'emplacement des yeux, quelques rides, etc. Et après, une fois que j'ai fait ça au crayon, je fais vaguement mon contour avec un retrait de 5/10. Et sinon, tout le reste, tout ce qui est ombrage, c'est fait avec des... Ça, c'est une pointe de 1 centième, j'ai 3 centièmes, 5 centièmes, et après je pars au retrait à 5/10, 7/10, et jusqu'à 1 millimètre. Et souvent, mes fonds, là, je les fais au pinceau, celui-là. C'est un aplat complet. Mais bien souvent, je le fais au retring quand même, au retring de 1 mm pour laisser quelques petits points blancs si je veux faire un fond. Et sinon, le travail, c'est ça. Et si je veux faire mes ombrages ici, une fois que j'ai fait... Alors, plus je pointe, plus c'est foncé. Et du coup, je comprends pourquoi il faut pas mal de temps pour faire un dessin comme ça. Hein. Ouais, mais ça va relativement vite. Enfin, moi, je trouve que ça va relativement vite. Quand je suis parti sur faire mes ombrages. Après, c'est une habitude. Hein, je travaille comme ça. Je pars un petit peu en plus clair de ce côté-là. Et je fonce certaines parties. Et bien souvent, je reviens par-dessus, parce que là, je trouve que c'est pas assez foncé, donc je prends un petit peu plus gros, pas beaucoup, mais je prends 5 centièmes, et puis je refais des points par-dessus. Là, c'est pareil, là, il va falloir foncer un peu. Ce sont que des modèles uniques, ou ça t'arrive de faire plusieurs fois le même? Non, jamais. Non. Jamais, enfin ça m'arrive de faire plusieurs fois le même personnage, mais jamais en partant de la même photo. Pour que ce soit toujours une expression différente. Parce que j'ai fait Keith Richards, j'en ai fait au moins 7 ou 8 ou peut-être 10. Bon, c'est une mine ce mec, parce qu'il a toujours des photos impressionnantes. Et puis en avançant dans l'âge, il prend de plus en plus une gueule qui est intéressante à faire, quoi. Enfin là, je crois qu'il est arrivé au maximum. Ça va être difficile de faire plus creuser. C'est vrai, puis des fois il a des expressions, bon, c'est ce qui plaît, c'est ce qui est intéressant dans le genre de dessin que je fais. Tu fais que des grands formats comme ça ou Là c'est parce que celui-là il va être dans un sous-verre avec un passe-partout. C'est quoi, c'est du A2 ça? Non, ça c'est 40-50.
Ouais, ça doit faire à peu près ça. Sinon, mes dessins, la taille qui me convient le mieux et qui convient mieux à ceux qui sont intéressés par ça, c'est 30-40, que je mets dans un cadre de 40 par 50, avec un fond noir. Ouais. Ce qui fait ressortir un petit peu le dessin. Tu les vernis après Oui, je les vernis. Ouais. D'accord. Ouais, je les vernis, parce que, donc, comme on voit là, quand j'ai passé le pinceau, quand je le passe au pinceau, ça fait des traces de pinceau. Ouais. Et donc, en passant un vernis mat dessus, ça atténue les traits de pinceau. D'accord. Okay. Et en plus de ça, c'est difficile de trouver, enfin, c'est même impossible de trouver de langue de Chine. Je me souviens quand j'avais 16 ans, même dans les années 70, j'achetais de l'angle de Chine en grande surface. Ouais. C'était de l'angle de Chine du tout venant, quoi. C'était la Jonque, je crois, la marque. Je mettais ça dans des petits pots pour tremper ma plume, parce que c'était à la plume à l'époque. Une fois que ça séchait, c'était de la poudre, du carbone donc. Maintenant, on laisse sécher, ça fait une pâte style plastique, tout comme ça, et le rendu est complètement différent. Je me souviens quand je faisais des dessins à la plume ou quand je faisais un aplat de noir au pinceau, une fois que c'était fini, une fois que c'était sec, on voyait l'aspect graphité, ça faisait des petits points, on voyait qu'il y avait du graphite dedans. Et ça faisait uniforme, que maintenant, les encres, sitôt qu'on met une surépaisseur, ça fait une trace sur le fond. C'est pour ça que je les vernis, même si ça sert pas à grand chose, si c'est juste moi qui le sais, mais bon, je le sais. Et en plus, ça le protège parce que là, il va y avoir un passe-partout, mais sinon, c'est directement sur le verre. Mais comme c'est de l'angle de Chine, ça craint rien. Ça craint rien. Le verre est propre, il est sec, ça craint rien. Donc le dessin, il craint rien. Mais je passe quand même un vernis mat dessus, ça fait un fixatif en fin de compte, en plus. Ok, ça marche. Écoute, l'endroit donc tu passes beaucoup de temps. Voilà. Tous les jours, plus ou moins, un petit peu. Bien souvent, on va faire les courses, je crois bien, il faut que je désire, ne serait-ce qu'une demi-heure. Une demi-heure, il faut que... Et puis j'ai des prévisions, je sais que je vais en faire. Ce que je vais faire le prochain, je sais qui ça va être. Ok, ça marche. Merci. Du coup, comme on a commencé à faire un petit parallèle avec la photo, quand on voit une de tes photos, quand tu publies, on voit tout de suite, on dit tiens, c'est une photo de Jackie. Parce que il y a j'aime pas le mot, il y a un style, j'aime pas ce mot-là, mais enfin il y a une empreinte, il y a une patte. Tu fais beaucoup de noir et blanc déjà, beaucoup de portraits et tu mets souvent du vignettage autour. Moi je fais ça pour quand je veux faire ressortir vraiment le centre de la photo. C'est un peu, c'est ton pas le leitmotiv, mais c'est ce que tu aimes faire, c'est vraiment le portrait en gros plan. Ah oui, j'aime bien faire des portraits. Ça rejoint un peu ce que je fais en dessin, en fin de compte. Justement, il y a quelqu'un qui est sur la page sur le blues du photographe. Le blues du photographe, là, il y a quelqu'un qui m'avait écrit ou qui m'avait fait un commentaire, je ne sais plus exactement. Il m'avait dit pourquoi c'est très contrasté, etc. Je lui avais répondu, va voir mes dessins. Moi, j'essaye de faire mes photos comme je fais mes dessins. Je ne fais pas des photos pour faire des dessins. Je fais des photos que j'essaye de travailler comme mes dessins, d'avoir le rendu de mes dessins. Puis bon, c'est aussi un travail artistique avec un petit logiciel à la con. Je peux me permettre de faire ressortir des parties comme les lunettes, là j'aime bien. Ouais, j'ai vu que tu fais de la désaturation aussi. Voilà, je fais du noir et blanc avec juste une petite partie en couleur, mais c'est un petit logiciel, il faut que je peigne, ça rejoint encore un peu le dessin. Il faut que je sélectionne un pinceau noir et blanc, et puis je peins tout ce qui est en noir et blanc à la main, quoi. Ça se fait pas automatiquement. C'est quoi ce petit logiciel? C'est le Photoscape. D'accord, ok, c'est un truc gratuit? C'est un petit logiciel gratuit, voilà.
Oui, qui a un rendu plutôt sympa. Hein. Ouais, moi qui me convient très bien. Moi je suis pas un expert en photographie, je suis pas du tout photographe. Je fais de la photo, ce qui est différent. Je suis pas photographe, je fais de la photo. D'ailleurs, j'ai même pas de réflexe. J'ai un appareil. Justement, c'est ce que je voulais. Je voulais te demander ça aussi. T'as déjà essayé avec un réflexe ou c'est vraiment voilà, t'as un boîtier que t'as bien en main. Donc est-ce que ça te convient comme ça? T'as pas envie d'aller chercher plus loin? Ou est-ce que un jour ça peut te tenter de prendre un réflexe? Ou pourquoi pas de faire de l'argentique par exemple ou, De l'argentique, j'en ai fait. J'en ai des fait. photos de vacances, bah oui, j'ai 71 ans. Hein. Oui. Il n'y avait pas de numérique. Bon, je suis un peu plus jeune, mais pas tant que ça. Mais... Donc, moi j'en ai fait aussi quand j'étais ado, et c'est autre chose. Hein. Non, mais je fais de la photo. Je ne suis pas photographe. Et j'aime bien faire des photos. Après, je les travaille avec mon idée. Ça me convient très bien. C'est un travail plus artistique qu'autre chose. D'accord. Enfin, la photo est un travail artistique de toute façon au départ, mais c'est après, c'est ce que j'apporte en plus ou en moins qui me permet de prendre mon pied pour ce genre de truc. Quoi. Ok. Et donc ça te sert aussi, après, ça peut te servir de support donc, pour faire tes dessins. Mais par contre, quand je fais un dessin d'après une de mes photos, je ne travaille pas la photo. Avant, je pars de la photo d'origine. D'accord. Pour pouvoir faire ce que je pourrais faire sur logiciel, sur la photo, pour une photo, je le fais en dessin. D'accord. Okay. Sur mon dessin, j'apporte ce que je voulais obtenir sur la photo, je le fais sur le dessin. Mais sinon, je pars avec la photo originale, non retouchée, rien du tout. Mais je fais pas beaucoup de retouches d'ailleurs sur mes photos. Un peu de contraste, j'éclaircis un peu, c'est tout. Ou alors, sauf quand je fais du noir et blanc et de la couleur. Mais sinon, je fais pas énormément de retouches. Pour les paysages, ou les paysages, j'aime bien faire une photo sépia que je passe en sépia, que je mets beaucoup de contraste pour que ça ressorte. Enfin, on en voit passer des photos. On voit passer des photos, on dit mais c'est quoi? Parce qu'il y a effectivement une saturation de couleurs qui est intéressante aussi. Ouais, mais ça c'est un travail en parallèle de la photo, c'est plus de la photo. Non, on est d'accord. Mais ça je le fais sur les paysages. C'est intéressant aussi de faire ça. Ou sur les gros plans, j'aime bien faire en macro, prendre un champignon par exemple, ou une bogue de châtaigne, et puis la travailler un peu comme ça. On voit plus trop ce que c'est après. Mais ça fait, c'est un tableau quoi. C'est un tableau. Ok. Alors là on est dans ton antre un peu, dans ton repère, il y a le côté dessin qui est là-bas où on ira acheter un œil aussi. Et puis là, alors on le voit pas là sur l'écran, mais on a l'impression d'être un peu dans un studio d'enregistrement. Il y a des instruments partout, il y a des guitares dans tous les coins. Alors quand je dis dans tous les coins, c'est qu'il y en a... Je sais pas combien tu as de guitares exactement, mais... Il doit y avoir 18, je crois. 18, une vingtaine, quoi. Sans compter les cigarbox. Oui, il y a une batterie, il y a des amplis. C'est... Voilà, c'est du plaisir c'est un plaisir de collectionneur où tu as, je sais pas, tu as joué en groupe, voilà, explique-nous un peu tout ça. Déjà, si on démarre du début, quand je suis né, il n'y avait pas de place pour moi dans la maison. Ah, d'accord. Les chambres étaient toutes occupées par mes deux frangins et mes parents. Donc moi, je dormais dans un berceau qui était sous la cage d'escalier parce qu'il y avait un étage. Et sous cette cage d'escalier, il y avait un meuble avec la radio dessus. D'accord. Et la radio fonctionnait du matin au soir. Et moi, je dormais là-dessous. Donc, tu as été bercé par la musique. Bercé par la musique. Ouais. Bon, c'était plus de la musique. C'est pas celle que j'écoute maintenant. Mais c'était de la musique quand même. Et donc, j'ai toujours été un passionné de musique. Puis bon, après, ado, toute la bande de potes de Nanterre, on était des fondus de musique. On allait au Golf-Gros, à la locomotive. Et j'ai commencé à jouer un peu de batterie. Je devais avoir 12 ans, jusqu'à 17 ans. Après, bon, on n'est
passer à autre chose. Et bon, on faisait les baloches à Nanterre, mais l'après-midi, avec les copains, on faisait du Rolling Stones, enfin du blues, quoi. Ouais. J'ai toujours aimé ça, quoi. Et la guitare, bon, je suis pas du tout guitariste, mais bon, je connais 3 accords et puis ça me suffit. J'ai pas l'intention de faire carrière. Et bon, j'aime ça, quoi. J'ai toujours été un passionné de musique et notamment de guitare, surtout la guitare. Ouais, mais t'as des pièces, assez incroyables. T'as des grattes qu'on. Celle-ci, alors c'est pareil, c'est dommage. Je vais faire des photos que je vais mettre en incrustation. Là, on a une guitare, je sais pas d'où elle vient, cette forme-là, mais c'est la guitare Bordeaux. Ah, c'est une BC Rich. Ouais, c'est une guitare un peu. J'ai jamais joué avec, hein. Mais bon, la forme me plaisait, puis la couleur, elle est très bien finie cette guitare. Mais c'est une guitare plus pour le hard rock, ça. C'est les hardos qui jouent avec ça. Ouais. C'est surtout les hardos qui jouent avec ça, un son très gras. T'as une guitare un peu fétiche avec laquelle tu vas jouer plus que les autres ou, Ben, la première guitare que j'ai eue, enfin une des premières, c'est pas exactement la première, c'est la Samick, forme Telecaster. Ouais. Bon, ça doit être la première guitare électrique que j'ai achetée il y a 50 ans. Ah ouais, elle a une paire d'années, alors c'est les collectors. Il y a 40 ans peut-être. 40 ans, peut-être. Ouais. D'accord. Okay. J'aime bien, bon, c'est plus sentimental qu'autre chose. Je l'ai accordé, pareil, je l'ai accordé en 5 cordes, en sol. Ouais, façon Keith Richards. Ouais. C'est pas lui qui l'a inventé en plus. Enfin, s'il a retiré la 6e corde, c'est lui qui l'a inventé. Et justement, j'ai lu un passage dans Life, son bouquin, là, où il y a Don Everly, des Everly Brothers, qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est cette guitare à 5 cordes? Et Keith Richards lui dit, ouais, mais c'est un truc à moi, ça. C'est accordé en sol. Et puis Don Everly lui dit, mais moi, de toute façon, les premiers enregistrements comme Wake Up Little Susie, je suis accordé en sol et je joue qu'en barré. Et c'est exactement ce que fait Keith Richards, sauf qu'il a retiré la 6e corde. Oui, parce que le Mi, quand tu es en open, le Mi est dissonant par rapport au reste, donc il sert à rien. Il frise un peu parce que c'est pas assez tendu. Ok. Du coup, tu as évoqué la partie cigar box aussi. Il n'y a pas longtemps que tu t'es mis à la fabrication de cigar box finalement. Oh non, ça doit faire, je sais pas, 5, 6, 7 ans. 7 ans, depuis que j'ai déménagé, quoi, parce que maintenant que je suis en Corée, j'ai un atelier où je peux pas mal bricoler. Et, c'est un peu d'homme qui m'a mis ça. Il est à l'origine de beaucoup de choses. Quoique lui, c'est plus que des cigares box. On est dans le haut de gamme. C'est des cordophones, beaucoup africains, machin. Bon, lui, c'est le spécialiste du truc. Il fabrique des trucs avec n'importe quoi, c'est hallucinant, quoi. Il a fait... il y a eu une brocante musicale là, il n'y a pas longtemps à côté de chez lui, à Vauvert. Et il y a c'est pareil, c'est un musicien qui est délirant, qui lui a demandé de lui faire donc une guitare, une corde dans une cuillère en bois. Allez, on y va. J'ai vu ça. C'est un peu lui qui m'a... Enfin, des guitares, j'avais fait une basse à mon frangin, j'avais 16 ans. J'avais fait une basse pour mon frangin, parce que mon frangin, il a 2 mains gauches, il jouait de la basse, il a joué en groupe aussi, et sa première basse qu'il a eue, on l'avait fabriquée tous les deux, mais non, surtout lui, surtout moi. Et après, j'ai dû m'en faire 2 guitares électriques, 6 cordes, mais il y a très longtemps de ça. Et puis là, j'avais envie de me faire une cigar box. Parce que j'avais entendu sonner, notamment sur les vidéos à Dom. Je l'avais vu pour moi, quoi. C'était juste pour moi. Je l'ai faite, elle sonnait très bien, elle était super bien. C'est toujours la chance du débutant, on fait un truc en premier, et ça fonctionne du premier coup. Mais bon, je ne l'avais pas trop fignolé, après j'ai eu envie d'en faire une deuxième, un peu mieux, puis etc. Puis j'ai dû en faire 25, peut-être 30. Que j'ai distribué à droite à gauche d'ailleurs, il m'en reste plus que, je sais pas, peut-être une petite dizaine.
je fais une petite parenthèse. Dom, c'est évidemment Dom Bruno, ou le Lefty Dom, le guitariste du duo LD. Tu récupères tes boîtes, ou j'ai plutôt l'impression que je vois, il y a un bidon d'huile, mais j'ai l'impression que plutôt que tu crées toi tes caisses, en fait, tes caisses de résonance, c'est toi qui les construis plutôt. Non, je prends des boîtes, alors c'est des porte-clés, c'est des tiroirs sur lesquels je mets une plaque, une table, quoi. D'accord. Non, je récupère des boîtes comme ça, à droite à gauche, ça peut être des caisses de vin, des choses comme ça, mais je les fabrique pas moi-même. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de similitude au niveau des tailles, un petit peu des caisses. Tes manches, c'est pareil, c'est toi qui... Tu fais tout les manches non frettées, oui. Ouais. C'est moi qui les fais. Oui. J'ai une petite fraiseuse dans l'atelier sur laquelle je fais mes manches. Alors, comme je suis issu de la mécanique de précision, ça doit être nickel. je me tolère sur la longueur du manche totale, je me tolère 2 dixièmes de faux parallélisme. D'accord. Ce qui est énorme, 2 dixièmes en mécanique de précision. Ouais. Mais bon, là c'est différent. Mais... Bon, moi je ferai pas de commentaires parce que j'en fais quelques-unes aussi. Et ouais, elles sont justes, hein, le diapason, voilà, ça sonne. Mais je sais pas. Déjà j'ai pas le matériel pour vérifier ça. Mais c'est. Ouais, mais ça c'est. Donc ça met ce rêveur, ça c'est. C'est une habitude. Hein. Oui, c'est parce que je peux pas faire autrement. Oui. Parce que je sais très bien que ça n'a aucune incidence ça, sur le. Ah, ça peut en avoir sur des trucs. Ça c'est comme sur les machines à tatouer que j'ai fabriquées. Tout était dans le centième de millimètre. Toutes mes cotes, les empilages de cotes, etc., c'était tout dans le centième de millimètre, alors qu'il y a certaines machines qui sont achetées dans le commerce, des très bonnes machines d'ailleurs. Il y a faux éclairage, faux parallélisme, mais ça fonctionne quand même. Mais bon, c'est des formations professionnelles. Oui, mais c'est très bien. Hein. T'as une technique aussi particulière pour les repères sur les manches. Comment tu fais ça? Tu m'avais expliqué avec la pâte à bois. Oui, je fais une empreinte avec un forêt à bois. Je fais mes empreintes. Alors évidemment, je les trace avant. Je fais mon empreinte au diamètre. Alors je me souviens plus combien c'est 7 mm, je crois que je mets. Et plus petit pour la 12e case. Et sinon, je fais une empreinte de 1,5 mm à peu près. Et une fois que j'ai fait toutes mes empreintes, je vais me mettre la pâte à bois dedans. Alors, une couleur un peu plus foncée que le manche, ou carrément blanc. Et après, je repasse un coup de fraise dessus, une fois que c'est sec, et un petit coup de papier de verre pour que ce soit propre. Tu en as fait des frettés ou pas? Non. Non. Les cigar box, j'en ai pas fait de fretté. Je te dis, les premières guitares que j'ai fabriquées quand j'avais 20 ans, je les avais frettées. C'est spécial. Hein. Ouais, c'est spécial. Et puis bon, moi, je vais pas en faire non plus 50 000 des cigar box. Je fais ça à temps perdu et puis juste pour le fun, quoi. Bon, je veux pas m'embêter non plus. Faut pas que ça devienne contraignant. Ouais. Je le fais parce que ça me fait plaisir, mais si c'est contraignant à faire les frettes, etc. J'ai vu qu'il y avait une 6 cordes, ça veut dire que c'est un manche que tu as récupéré? Ouais. Ouais, c'est des manches que je récupère à tous ceux qui sont frettés. Ok. Comment tu fais tes décors sur les caisses? Parce il y a des choses très, très psychédéliques. J'aime bien. J'en ai fait du dessin. Pour revenir au dessin, dans les années 70, je faisais beaucoup de dessins à la peinture, à gouache, etc. Gouache ou acrylique. Dans le style psychédélique, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, ce style-là. Et ça me rappelle aussi une époque où les concerts de San Francisco, les affiches de Hendrix Joplin, Grateful Dead, etc. Donc j'aime bien ce style-là. Mais je récupère tout simplement ça sur Internet. Et je fais une photocopie que je colle sur la table. Je peins la table avant de la couleur que je veux. Je colle cette photocopie et après je vernis. Je pose 2, 3, 4 couches de vernis brillant dessus. Ok. Moi c'est pareil,
On va mettre quelques photos. Il n'y a que la première que j'ai fait en peinture. C'était pour reprendre le thème, la guitare que Jimi Hendrix avait peinte lui-même. D'accord. C'est le même, il y a même le texte. C'est celle qui est derrière? Ouais, Okay. c'est la première que j'ai faite. Il y a le texte que Hendrix avait écrit derrière sa guitare à l'époque. Ok. Donc on va aborder la dernière facette un petit peu de tout ce que tu fais. En 2018 de mémoire, j'avais vu passer sur ton Facebook un texte qui racontait un petit peu ton enfance à Nanterre, etc. Et puis il y avait un lien vers une page que tu as ouvert, qui s'appelle Jackie Writing, je crois, ou quelque chose comme ça. Writing. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de la vidéo, parce que tu as une page pour le tatouage, pour la photo, voilà. On va mettre tout ça. Et je me suis aperçu qu'il y avait, il y avait beaucoup de poèmes, quasiment tous mis en 2014. Et depuis j'en vois plus. Donc tu as arrêté d'écrire, c'est toujours en prévision. C'est toujours en prévision. Mais l'écriture, le texte où je raconte, c'est pas vraiment mon histoire que je raconte, c'est ce que j'ai vécu. C'est beaucoup des anecdotes. C'était une époque, c'était les années 50, où j'habitais dans un quartier ouvrier à Nanterre, où il se passait pas mal de choses un petit peu particulières, anecdotiques, quoi. Et donc ce texte-là, ça m'est venu parce que je tatouais, je parlais beaucoup en tatouant. Pour faire oublier la pression des aiguilles aux gens. Et j'ai tatoué justement quelqu'un qui est devenu un ami, Jean-Mi, dont on a parlé tout à l'heure, qui était un photographe, qui est toujours photographe d'ailleurs, qui est peintre aussi. Et à force de discuter avec lui, il m'a dit, mais il faut que tu écrives un bouquin avec toutes les anecdotes que je lui racontais. Et j'ai commencé à écrire, ça remonte à quand même quelques années, ça devait être en 2005 peut-être, 2006. J'ai commencé à écrire petit à petit, au fur et à mesure que les souvenirs m'en revenaient. Et puis c'est pas toujours facile, parce que des fois on pense à quelque chose, et puis bon, au moment de l'écrire, on s'en rappelle plus. C'est parti, ou la tournure qu'on veut lui donner, on n'arrive pas à la retrouver. Donc j'ai écrit ça, mais c'était... Depuis, j'aurais pu... Il faudrait que je continue d'ailleurs, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je suis retraité, je te rappelle que je suis retraité, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je te comprends et je compatis, moi je suis débordé aussi. Mais c'est surtout le dessin qui a pris le dessus depuis. Parce que quand j'ai arrêté de faire du tatouage, enfin quand j'ai pris ma retraite, parce que là, le tatouage, ça me prenait 7 jours sur 7. Parce que j'étais ouvert, quand je suis arrivé sur Limoges, j'étais ouvert 6 jours sur 7. C'est-à-dire que le dimanche était consacré à la fabrication des aiguilles et à la préparation des dessins pour les clients. Et après, plus j'ai eu de plus en plus de monde, et donc j'avais de plus en plus d'aiguilles à faire, de plus en plus de dessins. Donc j'avais le temps de rien, j'étais toujours pris 7 sur 7. Quoi. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, là je vais pouvoir dessiner à plus grande échelle. Et autre chose que du dessin de tatouage, parce que le dessin de tatouage c'est très bien aussi, je prenais du plaisir à le faire. J'essayais d'apporter ma patte aussi, mais ça plaisait pas toujours aux clients. Ou alors ils se faisaient une autre image du tatouage qu'ils voulaient eux, ce qui est normal. Donc j'avais envie de reprendre le dessin, notamment les dessins des artistes de blues et de rock, ce qui est mon truc, quoi. Et donc j'ai plus le temps. Maintenant, avant c'était le tatouage qui me prenait tout mon temps. Maintenant c'est plus le dessin et l'écriture. C'est souvent justement c'est dommage parce que souvent la nuit, si j'ai une petite insomnie, je pense c'est là que les idées me viennent pour la tournure des textes, etc. Et après je me rendors et quand je me réveille le matin, c'est parti. Oui, parce que bon, moi je te parlais de ce texte-là, mais ça m'a fait découvrir justement sur ta page, il y a tout un tas vraiment de poèmes
déclinés comme ça. Ouais, c'est dommage faut t'y remettre. Hein. Ah ouais, non, mais je prends des notes de temps en temps. Ouais. Il faudra que je remette tout ça au propre. Parce que bon, l'écriture, ça a toujours été quand même assez important pour moi. De par la découverte très tôt, parce qu'à l'école, j'avais 2 ans d'avance sur mes collègues de classe. Et donc très tôt, j'ai découvert des écrivains tels que François Villon. Et dans les textes, justement, dans mes poèmes, je remets souvent des mots en vieux français ou des tournures de vieux français parce que j'aime bien cette tournure, j'aime bien cette langue qui est en train de se dénaturer complètement maintenant avec les nouvelles façons d'écrire. Et ça me vient aussi de Brassens, qui reste quand même quelqu'un de très important pour moi. Brassens, François Villon, même Henri Tachant aussi, des gens comme ça qui avaient une plume exceptionnelle, qui avaient sûrement les mêmes références que moi. Quand je parlais de François Villon, c'était une grande référence pour Georges Brassens notamment, qui a mis des textes de Villon en musique. Hein. T'as pensé justement, toi, à peut-être aller est-ce que peut-être que t'as même essayé d'en mettre en musique ou pas? Non, jamais. Non, jamais. C'est pas quelque chose qui te tente ou demander à quelqu'un de le faire ou non? Quelqu'un qui voudrait mettre mes textes en musique, ça serait un honneur pour moi. Mais moi, les mettre en musique, je suis pas musicien, je suis musicien dans l'âme. Mais je suis pas assez féru en musique, en technique musicale pour composer. Mais les textes, oui. Je serais plutôt auteur que compositeur. D'accord, ok. Mais bon, c'est pareil, c'est comme le dessin, quand j'écris quelque chose, c'est quelque chose que j'ai dans la tête ou même dans les tripes et puis qui me ressort comme ça. Je peux pas écrire sur commande, quoi. Ok. Bah écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de toutes tes activités. On voit que tu as une retraite bien occupée quand même. Ouais, notamment avec le dessin. Donc ce qui m'intéressait justement, c'était parce on a l'occasion de te voir sur le bord de certaines scènes, enfin notamment de festival blues, des choses comme ça. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller voir dans cette série de vidéos ce qu'il peut y avoir derrière. Voilà, comment on était amené à faire du tatouage, à faire du dessin, tes activités, cigar box, musique, etc. Voilà. Bah écoute, merci mon Jackie. Mais il n'y a pas de quoi. Ça a été un honneur pour moi. Ça a été un vrai plaisir. Et puis de toute façon, voilà, on va se retrouver sur le bord d'une scène dans pas très longtemps, je pense. Sûrement. Allez, salut les amis.